Sa mère, Dieu et Sylvie Vartan, à eux trois, ils ont sauvé la vie de Roland Pérez. Une histoire aussi incroyable que touchante qui va vous donner un peu d'espoir. Puis ensuite, être jeune et sourde, ça se passe comment? Voilà. Je vous conseille de bien tendre l'oreille puisque l'influenceuse et communicante Rose Penel va répondre à cette question. Tout ça, c'est dans un instant. Pour l'instant, on fait un point sur l'actualité. Valérie Pécresse se met la Normandie à dos. La présidente de la région Île-de-France a voté une motion pour demander à l'État d'abandonner le projet de ligne Paris-Normandie. Valérie Pécresse a dénigré un projet dont l'impact écologique et économique serait désastreux pour les communes traversées, notamment dans les Yvelines. Parmi les départements de la Petite Couronne, une commune du Val-de-Marne se distingue pour être la plus favorable aux jeunes familles. Il s'agit de Ville d'Avray. Bravo à vous. Pour classer les communes, le site économique Capital les a soumis à une vingtaine de critères chiffrés, répartis dans 6 catégories: éducation, extrascolaire, environnement, santé, sécurité et immobilier. Au lycée Guy de Maupassant à Colombes, la rentrée scolaire n'aura lieu qu'aujourd'hui, en cause des emplois du temps incohérents, des trous de 5 heures, des journées de 9 heures de cours, des disciplines prévues sur 4 heures d'affilée et des absences de salle. Durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, 3 projets d'attentats ont été déjoués à Paris et à Saint-Étienne, selon Olivier Christen, le procureur national antiterroriste, qui était chez nos confrères de France Info. Il n'y a en effet pas eu d'acte terroriste qui a été commis sur le territoire pendant cette période-là. Et nous considérons aujourd'hui qu'il y a eu 3 attentats qui ont été déjoués à ce moment-là, qui d'ailleurs ont été révélés sur le plan médiatique. Il y a eu un attentat qui a pu être déjoué contre les établissements type bar, etc., qui étaient autour du stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Un autre groupe qui avait plutôt planifié des attaques contre les institutions israéliennes, aux représentants d'Israël à Paris. Et puis enfin, 2 personnes qui sont originaires de la Gironde, qui avaient prévu de passer à l'attaque pendant la période des Jeux Olympiques. Le rappeur Kobalade, impliqué dans un accident mortel à Créteil, on en parlait hier dans la nuit de mardi à mercredi, était sous l'emprise de stupéfiants lors des faits, a indiqué le parquet de Créteil. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire par conducteur et blessure involontaire également par conducteur. Voilà tout pour les informations. Tout de suite, je retrouve Roland Pérez. Restez avec nous. Roland Pérez, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça me fait très plaisir d'être chez vous et être interviewé par vous. Ah, mais arrêtez. Ça vous vrai fait plaisir. C'est vrai qu'on se connaît d'avant, on s'est rencontrés dans une autre maison. Une autre grande maison également. Voilà. Formation. Vous êtes avocat spécialisé dans les médias, animateur sur Europe 1. Ouais. Vous avez sorti 2 livres, donc 2 romans vrais. Mhm. C'est comme ça que je crois que vous avez dit ces termes-là. C'est ça, oui. Ce sont des histoires vraies que je n'ai à peine romancées, mais qui sont totalement vraies de bout en bout. Mais vous avez gardé le terme roman. Oui, j'ai gardé le terme roman. C'est l'histoire d'un petit garçon avec un pied beau qui l'empêche de marcher, d'une maman n'ayant aucune limite pour son fils et de rencontres incroyables, notamment avec Sylvie Vartan. Roland Pérez, de quel film sortez-vous? Écoute, je pourrais dire Tout sur ma mère de Pedro Almodovar, qui est un film culte pour moi et j'adore ce cinéaste. Et j'adore ces personnages qui ne vivent pas dans la réalité. Et ma mère ne vivait pas dans la réalité. Parce que quand son 6e enfant arrive au monde et qu'il est frappé d'un handicap aussi fort qu'à l'époque, on est dans les années, je suis né en 63, donc voilà, années 63, 70. J'avoue que les médecins sont désarçonnés. Vous parliez de l'hôpital tout à l'heure, mais les médecins étaient totalement désarçonnés. J'ai été opéré immédiatement sans qu'on puisse rien faire. Et on m'a remis à ma mère en lui disant, écoutez, vous consulterez en ville. Et en ville, elle va consulter, reconsulter, on va sillonner Paris et ensuite la France. Et tous les médecins auront le même verdict, à savoir que je ne marcherai jamais. Et votre maman, donc Esther, si je puis me permettre de... Ben oui, vous pouvez l'appeler, voilà. c'est l'héroïne d'avoir son prénom. du roman. Elle était une vraie idéaliste. D'où est-ce que vous venez Alors, mes parents sont nés au Maroc. Ouais. Ils ont vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 18 et 19 ans pour mon père et ma mère. Et ils sont entrés très vite, ils sont revenus très vite en France, car elle souhaitait que ses enfants naissent en France. Elle savait qu'il arrivait un moment dans la vie de ces familles qui vivaient au Maroc. Il arrive un moment où, quand on fait des études, les enfants quittent le pays natal. Et donc, ma mère craignait que ses enfants partent et qu'elle ne reste pas avec eux. Donc, avant même de tomber enceinte, elle a décidé de venir vivre en France. Ils sont donc venus vivre en France, ils se sont installés. Ils ont eu 5 premiers enfants.
Et puis le sixième, donc moi, qui est donc né avec cette Et malformation. elle n'a pas accepté ça. Elle s'est dit non, mon fils, il a... Non seulement elle n'a pas accepté, elle ne voulait pas faire entrer dans notre famille, dans notre appartement, le mot handicap. Elle savait, elle se doutait qu'il devait y avoir une solution, que ce n'était pas possible que je ne puisse ne pas marcher. C'est là qu'intervient Dieu. Elle avait une grande foi, votre Oui, une maman. grande fois, Et absolument. elle s'est dit, en fait, non, avec l'aide de Dieu et des médecins, quelquefois même des charlatans, vous en parlez dans votre livre. Oui, 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 à force d'avoir été consultée, elle a cru à tout ce qu'on a pu éventuellement lui proposer, mais ça ne marchait pas. Et puis elle a transformé notre appartement en mausolée de prière. Elle allumait des bougies tous les jours. Elle priait très activement. Elle dialoguait avec Dieu, avec ses saints. Elle ne laissait pas, il n'y a pas une minute où elle ne psalmodiait pas dans sa bouche, vous voyez, des prières. Et puis un beau jour, on va recevoir une carte postale. Il y a un chameau qui peine à s'avancer dans cette carte postale sous un soleil de plomb. Et au dos de cette carte postale, juste une indication, le nom de ce qu'elle croit être un médecin, puisque son frère qui vit encore au Maroc lui dit qu'une petite fille a eu le même problème que moi 2 ans auparavant et qu'on a peut-être l'adresse de celui qui risque de me sauver. Et donc nous voilà partis rencontrer ce qu'on croit être un médecin, qui ne sera finalement pas un médecin mais un rebouteux. Et le rebouteux, le temps que l'on arrive, donc 2 ans après que la petite ait été soignée, est mort. Et donc c'est la veuve du rebouteux qui va nous ouvrir la porte et qui va au départ nous raconter que son mari est mort, mais devant la mine déconfite de ma mère, devant ce petit garçon qui a 5 ans et demi qu'elle porte difficilement, elle va lui proposer un marché absolument incroyable. Elle va lui dire: je vais tenter de refaire ce que faisait mon mari, mais pour cela, ça va coûter à la fois très cher, ça va durer 18 mois. Et il faut qu'on trouve un autre élément dans le traitement. Il faut qu'il y ait un dérivatif du traitement. Quel peut être ce dérivatif? Il faut que Roland soit très occupé. Et ma mère va très naïvement parler de Sylvie Vartan en disant qu'il y a une chanteuse que mon fils aime bien. Et Sylvie Vartan va être prescrite dans le traitement. Et Sylvie Vartan vous a accompagné pendant des années et des années. Elle va m'accompagner d'abord pendant les 18 mois de traitement. Je vais apprendre à lire et à écrire avec ses chansons. Ma mère fait croire que j'ai un précepteur qui vient chez moi parce que l'assistante sociale est sur le point d'enlever l'enfant. Et donc ma mère fait croire que non, je reçois des cours. Mais en fait, je n'ai pas de cours. Votre mère a fait croire beaucoup de choses de toute manière. Ma mère était prête à tout. Et c'est mes frères et sœurs qui vont mettre au point une méthode, la méthode Vartan, pour apprendre à lire et à écrire. Et c'est comme ça que je vais à la fois marcher, pouvoir partir à l'école normalement en sachant lire et écrire. Et 30 ans plus tard, je vais devenir avocat. Et sans que Sylvie Vartan ne sache jamais rien de cette histoire, elle va venir me demander d'être son avocat. Comment cette rencontre s'est passée? Parce que franchement, je me dis, vous avez quand même réussi à marcher, ce qui est déjà incroyable. En plus de ça, vous avez toujours vécu avec Sylvie Vartan de cette manière. Elle était toujours avec vous quand vous étiez dans votre lit, avec, je pense, avec la musique autour de vous. Et puis là, vous la rencontrez. Une de mes clientes, dont j'étais l'avocat, et j'étais également l'avocat de l'agent de cette cliente, qui s'appelle Isabelle Mergot. Isabelle, avec son agent, il me demande de préparer un contrat parce que Sylvie va jouer dans une des pièces écrites par Isabelle Mergot. Je suis à la fois stupéfait. Je lui dis: ah bon, et tu veux un contrat? Elle me dit: écoute, si tu peux me préparer très vite, on a rendez-vous cet après-midi, et si tu peux venir au Théâtre des Variétés pour proposer le contrat à Sylvie. Et lorsque je vais arriver, Sylvie va d'abord être très surprise parce qu'elle pense que je suis journaliste et pas avocat. Donc elle va tout de suite me reconnaître, mais elle ne sait absolument rien ce qui nous lie. Et à la fin de la signature de ce contrat, dans les jours qui vont suivre, elle va très naïvement me dire que son avocat se fait vieux et qu'elle souhaiterait bien changer d'avocat. Et comme elle m'a toujours trouvé très sympathique, elle me demande si j'accepte de devenir son avocat. Et là, votre maman, tout de suite, elle était très contente de cette histoire. Mais c'est pas elle qui a dit non, à Sylvie. J'ai vendu la mèche. Ma mère ne pense qu'à une seule chose, c'est de vendre la mèche et de dire à Sylvie ce qu'elles ont partagé ensemble. Le combat de ma mère et le traitement dans lequel Sylvie figurait. Simplement, j'interdis à ma mère, évidemment, de lui dire quoi que ce soit. Je lui dis: maman... Votre maman, elle respecte quand même. Elle respecte, c'est difficile pour elle, parce qu'elle la rencontre à plusieurs reprises, dans des moments où on devient très proche avec Sylvie. Et je dis à ma mère: non, tu ne peux pas lui dire. C'est liaison fatale, cette histoire. Elle peut croire que j'ai toute ma vie intrigué pour devenir celui que je suis aujourd'hui auprès d'elle. Donc, je ne veux pas de ça. S'il te plaît, non. Et donc, ma mère va respecter tant bien que mal cet engagement, jusqu'au jour où elle va disparaître. Et là, je me suis dit: est-ce qu'on dit merci à ses parents? Est-ce qu'on dit merci pour la chance que l'on a parfois d'avoir des parents aussi aimants, aussi accompagnants, aussi forts,
que mes parents ont été, que mes frères et sœurs ont été, mais j'ai eu une mère absolument incroyable. Si elle n'avait pas vécu dans cette irréalité, je ne serais pas devant vous. Est-ce qu'on doit dire merci pour l'amour que ses parents nous portent? Alors l'amour, certainement pas, parce que c'est naturel, mais ce qu'elle a fait, cette abnégation, ce combat de tous les jours, le fait qu'elle n'ait pas voulu croire à ce que lui disaient les médecins, on aurait pu se ranger. Ma mère disait toujours, les médecins soignent, mais Dieu guérit. C'est marrant que vous parlez autant de Dieu dans une société où on n'en parle plus. Bah oui, mais moi j'ai vécu avec ça et je dois dire que voilà, par le plus grand, c'est pas le plus grand des hasards. On dit que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je marche et cette persévérance a fait que ça a pu marcher. Et Sylvie, effectivement, m'a accompagné. Et c'est donc pas moi qui révélais à Sylvie. C'est votre amie. Est-ce que je peux lâcher le secret? Bien sûr, oui, oui. Vous la connaissez très certainement, c'est Sophie d'avant. À ce moment-là, Sophie va lui dire, elle ignorait d'abord que j'avais interdit à ma mère de le révéler à Sylvie. Et donc, elle dit à Sylvie, écoutez, vous ne vous rendez pas compte ce que les artistes peuvent apporter, regardez vous-même ce que vous avez apporté à notre ami commun. Et elle va lui révéler cette histoire. J'aimerais que très rapidement, en quelques mots, qu'on parle aussi de quelqu'un qui est très importante pour vous, Lydie. Oui, Lydie. Le deuxième tome de ce livre, c'est Ma mère, Dieu et Lydie. Je l'avais un peu abordé dans la première histoire. Je vais vivre une histoire d'amour absolument... Comme les histoires d'amour devraient l'être, magnifique. Et puis Lydie va tomber malade et Lydie va refuser les traitements qu'on lui propose parce qu'elle comprend et on lui confirme que ces traitements n'auront probablement pas d'effet curatif. Donc elle décide de tenir le plus longtemps possible pour être avec nos 3 enfants. Mais ça, je vais le découvrir après. Et mes enfants aussi. Et j'ai donc voulu lui rendre hommage dans un livre plutôt drôle où on parle de notre histoire d'amour folle, puisque Lydie était mariée. Et elle n'était pas dessinée, voilà, vous n'étiez pas dessinée, mais c'est encore une fois votre maman qui arrive et qui dit... Mère. Donc non, ma mère est encore très présente, très drôle, dans ce livre qui est tout sauf, c'est un hymne à l'amour, mais qui est tout sauf triste. Et d'ailleurs, ils font partie tous les deux d'un film. D'un film, voilà, un film qui sort là dans quelques mois, qui s'appelle Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott, avec Léla Becti, qui est extraordinaire, qui est prodigieuse ensuite, qui joue Esther de 30 ans à 85 ans, et Jonathan Cohen, qui me joue à partir de 25 ans jusqu'à 50 ans, et puis Joséphine Japy, qui joue justement Lydie. Écoutez, merci beaucoup d'être venu. Vous pouvez aller acheter évidemment le livre Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan et Ma mère, Dieu et Lydie. Ouais. 2 livres magnifiques et qui vous apprennent aussi d'une certaine manière l'importance d'une mère, par exemple, dans une vie. Et de l'amour, et de la vie, et des amis. Et de l'optimisme. Voilà. Ce sont des livres très optimistes. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve pour le deuxième entretien, ou devrais-je dire le deuxième dialogue de sourds. C'est exactement ça, Midi. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une très bonne blague à laquelle vous n'avez pas du tout ri. Tu es sourd aussi? Bah oui, regardez, j'ai un appareil aussi là à côté. Okay. On peut voir le vôtre? Oui, ici. Ah bah ça alors. Mais je trouve que le mien est mieux. Ouais. C'est personnel. Bah moi j'ai toute mon équipe qui me parle dedans. C'est vrai. Bah bon. Moi, j'écoute la musique dedans. Ah ouais? Ouais. Bon, là on rentre déjà dans le sujet, j'ai même pas introduit, les gens ils savent pas de quoi on parle. Vous êtes donc devenue sourde en étant jeune, vous êtes avant tout une influenceuse qui parle de ça. Vous êtes communicante aussi à côté, vous faites des conférences, plein de choses. Et donc votre histoire, c'est qu'au départ vous étiez pas sourde, puis un jour patatras, vous devenez sourde. Exactement. Qu'est-ce qui se passe quand on devient sourd? Quand je suis devenue sourde, on me l'a annoncé un peu comme ça. Ça arrivait. C'est-à-dire on vous annoncez ça comment? En une semaine, ça arrivait. Et j'étais déjà malentendante avant, donc je savais que j'allais peut-être devenir sourde. Et du coup, quand le médecin me l'a dit, il m'a proposé des solutions, l'implant que j'ai ici. Mais je n'étais pas prête, on ne peut pas dire que j'étais prête à ça. Et après, pas prête à quoi? À subir une opération? Subir l'opération et aussi à avoir ce diagnostic. Qu'est-ce qu'on se dit quand on apprend, ça y est, on devient sourd? Qu'est-ce qu'on se dit mentalement? Ça doit être difficile? C'est très dur, parce qu'on est un peu paniqué de savoir quelles vont être les solutions pour que je puisse entendre. Mais surtout, je pense que le plus dur, c'était quand j'étais malentendante avant et que j'ai dû apprendre à accepter l'appareil et le handicap. Donc on va dire que j'étais déjà préparée et que c'était un nouveau challenge de me dire il faut que maintenant j'accepte d'être sourde. Vous avez pris le temps d'accepter, maintenant vous aidez les gens aussi à accepter peut-être leur handicap. Vous faites des vidéos sur internet, on peut en regarder quelques-unes.
trop gênant. J'imagine que ça va pas être facile de regarder ses propres vidéos. Franchement, c'est trop gênant. Comment ça se passe avec les gens qui vous envoient des messages sur les réseaux? Ils vous disent quoi? Ils vous disent j'ai un handicap, j'ai du mal à l'accepter, je viens d'en avoir un, et comment on fait? Enfin, En fait, j'ai 2 types de personnes. J'ai des parents, des familles, donc des proches, et les personnes concernées. Donc, c'est plutôt des appels d'aide et aussi des remerciements. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup de messages, un peu de demandes de conseils. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis lancée sur les réseaux. oui, vous avez aussi sorti un livre. Oui. Comment vivre avec la surdité? Moi, je vous pose la question, comment est-ce qu'on vit avec la surdité au quotidien? Par exemple, je sais pas, vous avez envie d'aller en boîte? Ah, ça, c'est pas un problème. Ah bon? Justement, moi, Parce que votre appareil il est réglé à quoi? À m'entendre, à entendre la musique? Il y a bien des débits différents de C'est de son? vrai, mais c'est moins problématique d'aller en boîte pour moi que pour un entendant, puisqu'en fait, du coup, l'entendant a plus de risques de perdre son audition. Ah Alors oui. que moi, j'ai déjà tout perdu. Ah oui, c'est ce d'accord. que j'explique aux vigiles. Rien à perdre, quoi. Hein? Rien à perdre, quoi. J'ai rien à perdre. parce Ok. que- Et un jour, il y a un vigile qui voulait pas que je rentre en boîte en me disant mais c'est trop dangereux pour toi. J'ai dit mais en fait, j'ai aucun risque, j'ai tout perdu. Il m'a dit ok, c'est bon, passe. Et un autre point du quotidien, je sais pas, par exemple, je prends un truc, vous êtes jeune, je suis jeune aussi, ça nous arrive de temps en temps, alors peut-être moins, un peu moins, mais d'avoir des dates. Comment ça marche? Est-ce que une anecdote, on veut une anecdote, est-ce que c'est déjà arrivé pendant un date que le mec fait ah, quoi? C'est quoi ce truc? Oui, ça a été un date un jour au jardin du Luxembourg. Ouais. Je venais de me faire implanter. Et en fait, je savais pas que mon implant pouvait s'aimanter à n'importe quoi. C'est ce que tu as vu sur la vidéo Oui. juste là. Et du coup, les chaises au jardin du Luxembourg sont en métal. et mon implant, il s'est attiré par le métal. Et du Oh coup, non. ma tête, elle est partie en arrière. Je suis restée collée à la chaise. Et du coup, je lui avais pas encore dit parce que j'avais les cheveux longs comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai dû lui expliquer. Et alors, à la fin, ça Il aboutit a ou pas? rigolé, mais bon, plus ou moins. Ah, Mais il bon. n'y a pas eu de feeling après. D'accord. Mais en tout cas, c'était super drôle pour moi. Et à l'école? À l'école, est-ce que c'était compliqué ou pas? Ouais, alors quand j'ai été implantée, pas tellement. Ça a été compliqué par rapport pour suivre les cours, mais pour le regard des autres, pas du tout pour moi. Mais oui, dans ma scolarité, c'était affreux pour avoir mon master que j'ai eu aujourd'hui. Mais en tout cas, pour le regard des autres, j'ai réussi à plutôt bien l'assumer en tout cas, D'accord. après. Et ça ressemble à quoi? C'est difficile de le retirer, de le mettre? Pas du tout. Je vous montre juste. Ouais, je vais bien voir, ouais. Je suis curieux. Alors là, il y a un aimant en fait, Ouais. qui est juste là. Alors, En est-ce fait, qu'on va préparer un petit plan pour... Voilà, parfait. Ça, j'ai juste à le déaimanter comme ça et le recoller. C'est comme un aimant de frigo. D'accord. Mais attends, mais ça veut dire qu'il y a un truc implanté un aimant dans votre cerveau? Exactement. Donc j'ai eu Votre crâne, une plutôt. opération ici, donc ils ont ouvert là, ils ont mis une plaque qui justement se situe ici. Ah ouais. Et quand je reçois le son, ça fait une sorte d'électricité, ça se connecte à la plaque à l'intérieur et du coup, grâce au micro qu'il y a ici, le son est envoyé direct au cerveau et au nerf auditif. Incroyable. Et vous pouvez le retirer? Ouais, c'est peux voir à volonté. Je peux voir un peu de plus près? Ah, tu veux que je te donne? Ouais, je suis chaud. Incroyable. Ah ouais, d'accord. Bah, ça ressemble pas du tout à mon oreillette, en fait, ce truc. Pas du tout. C'est en fait, et donc ça en fait, moi, parce que moi je pensais qu'on avait un truc qui vous donne des informations comme une mon oreillette. En fait, mon oreillette, pour vous montrer, ça ressemble à ça. Voilà, donc il y a un petit bout ici. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ça, on l'accroche et le son vient directement dans le Ouais, cerveau. Mais carrément, le truc que tu vois ici, que je montre qui est là, de base, ça, il n'y a pas. C'est juste, carrément, tu peux même mettre juste l'écouteur sur l'oreille sans avoir le truc autour. D'accord. Ça sert à rien, c'est juste pour maintenir. Mais tout se passe vraiment là et sur l'oreille. Et quand vous me disiez que vous écoutez de la musique avec ça, c'est Dans comment? Bluetooth. Ah ouais, ça se Ouais, connecte au Bluetooth. Incroyable. Exactement, parce que du coup, quand je suis devenue sourde, je me suis dit, mais comment je vais écouter la musique? Parce que pour moi, c'était la base. Ouais. Et on m'a dit, ce nouveau modèle, donc ça s'appelle Nucleo 7, il peut se connecter en Bluetooth. Et du coup, grâce à ça, avec mon téléphone, ça s'est appairé à mon autre appareil auditif qui est plutôt un appareil classique. Et du coup, les deux, ça fait que je peux avoir des AirPods. Et vous vous ambiancez comme ça partout. Ah ouais, dans le métro, les gens ils comprennent pas. Ah mais vous pouvez quand même tricher à l'école. Je l'ai pas fait. Mais vous auriez pu. J'aurais pu. Franchement, honnêtement, j'aurais pu. Mais je me suis dit, on va mériter les résultats. Voilà. Je l'ai pas fait. On voit quand même à quoi je pense en premier. Merci Rose Penel d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes influenceuse, communicante, vous aidez aussi les entreprises à communiquer et vous faites aussi des conférences derrière. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci à toi pour et merci d'avoir suivi l'update. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos réseaux sociaux.